Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie Dubois. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour que l'on démarre notre semaine consacrée à la peur du vampire. Alors, la peur de vampire, j'ai trouvé pas mal de choses, que ce soit sur le net ou en lecture ou en cinéma. Vous imaginez que c'est un sujet qui est très long à traiter, mais on va aller à l'essentiel, on va pas s'attarder sur les classiques et les basiques qui sont bien connus. Cependant, comme d'habitude, je vous les rappellerai en barre de description où vous aurez tout ce qui m'aura été utile pour construire cette semaine consacrée à la peur du vampire, que ce soit en musique, en cinéma, en livre et en articles que j'ai consommés avec modération. Donc nous sommes bien parés, on a la petite gousse d'ail et de l'eau bénite. Donc voilà, on peut commencer cette chronique en toute sécurité. Alors, le vampire, je ne vais pas vous définir ce qu'est un vampire, tout le monde le sait, mais on trouve des traces de ce personnage dans les anciennes mythologies sous forme de monstres fantastiques qui correspondaient à la base aux âmes de revenants incarnés dans des chairs qui avaient plusieurs formes différentes. Souvent féminines, en fait, au début, les vampires étaient des sortes de succubes ou de l'ami, donc, en un seul mot, l'ami, qui rappelle un petit peu le mythe de Lilith, voilà, des femmes qui dévorent des enfants et qui sont affublées de corps humains avec pieds de chèvre ou des choses comme ça. Donc une figure assez effrayante pour les populations, toujours liée à cette idée d'être un être décédé qui revient avec une forme altérée pour faire peur aux populations. La figure masculinisée apparaît elle au fil du temps, un peu après, on a chassé donc les vampires mâles comme femelles de manière assez frénétique pendant les périodes de grandes épidémies. Le premier cas répertorié est celui de Michael Kasparek en 1718 en Autriche. Donc ce cas-là fit carrément l'objet d'une enquête officielle. À l'époque, on prenait ça très au sérieux et on se demandait si effectivement il y avait vraiment eu une vraie mort clinique, si c'était le cas, comment se faisait-il qu'il revenait, etc., etc. Du coup, une fois qu'on avait des doutes sur les cadavres qui potentiellement pouvaient être des revenants, on changeait la façon de les ensevelir, notamment en posant leur tête sur leur thorax, par exemple, pour être sûr qu'ils ne puissent pas se repérer quand ils se lèvent, en les démembrant. Enfin, on essayait un petit peu de jouer avec leur malice pour que même s'ils se réveillent, ben, finalement, ils ne puissent pas sortir de leur cercueil. Donc c'est un peu effroyable dit comme ça, mais faut se remettre dans le contexte de populations très peu éduquées et d'une science pas aussi avancée qu'aujourd'hui en matière de constat de mort clinique. Cependant, les témoignages paranormaux, eux, demeurent, que ce soit il y a plusieurs siècles, tout comme aujourd'hui, vous allez le voir. Une autre vampire connue dont je vais vous parler ici, c'est la comtesse Elisabeth Bathory. Alors elle est souvent citée, elle est même reprise en icône dans la culture gothique et toutes les cultures underground un peu dark, puisqu'elle avait, donc historiquement ce qui a pu être établi, c'est qu'elle avait une obsession macabre et très malsaine pour le sang de jeunes filles vierges dont elle se nourrissait pour lui procurer la vie éternelle, enfin conserver sa jeunesse le plus longtemps, et en fait lui procurer la beauté et la vie éternelle, pourquoi pas. Donc cette affaire, elle a été assez relayée depuis plusieurs siècles et a donné lieu à pas mal de légendes et de personnages de fiction. Autre cas célèbre, c'est celui de Peter Plegojovic. C'est un paysan serbe qui, lui, est le cas le plus connu dans le monde. Et en fait, il a été vraiment répertorié comme quelque chose de réel. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse, vous pouvez googliser Peter Plegojovic.
vampire et vous allez trouver un petit peu de renseignements sur son histoire. Je ne vous présente plus Vlad l'Empaleur, son histoire qui intervient beaucoup plus tard hein, par rapport à celle que je vous ai citée. Même s'il vécut au XVe siècle, son histoire elle est vraiment relayée à partir du moment où le célèbre Bram Stoker en fait le personnage de Dracula. Et là, l'histoire du vampire, le personnage littéraire du vampire, est en train de se construire. Auparavant, c'est plus des personnages folkloriques. Là, ça devient vraiment un personnage romancé et très très littéraire finalement, avec tous les attributs de son siècle, le 19e siècle. Voilà. Donc il entre ainsi dans la culture populaire mondiale. Le vampire n'est donc plus une sorte de zombie en haillons, mais il devient un dandy surnaturel aux pouvoirs multiples, notamment des pouvoirs de séduction assez impressionnants sur les femmes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du vampirisme dans nos sociétés? Dans nos sociétés, le vampirisme clinique, c'est un cas pathologique qui existe. En fait, il s'agit d'une maladie psychiatrique qui consiste à ingérer du sang humain et je vous en ferai quelques récits dans les autres chroniques de la semaine consacrées à la peur du vampire, notamment sur les chroniques judiciaires où on reviendra dessus et des extrapolations dans la partie de la complothèque. Alors, au niveau des sondages, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai trouvé un petit site bricolé par des élèves de lycée qui s'appelle le sondage forum Coin des lecteurs. Ils ont posé cette question: que représente le vampire pour vous? Je crois qu'ils ont posé la question à 39 personnes et on peut en déduire que pour 44,78%, les gens pensent que les vampires existent. C'est pas ce sondage-là, excusez-moi, ça c'est un autre sondage. Donc, non, leur question était, oui, que représente pour vous le vampire? Majoritairement pour les gens, c'est un personnage littéraire, une créature. Donc là, c'est peut-être des gens qui ont plus tendance à croire qu'il peut exister des gens qui souffrent de pathologies qui font qu'elles vivent comme des vampires. Ensuite vient la mythologie. Ça fait carrément partie de la mythologie. Voilà ce que ça évoque à première vue aux gens à qui l'on pose cette question. Le 28 mai dernier, un sondage est sorti aussi, et la question était: pensez-vous que les vampires existent? Et là, grosse surprise, 44,78% des interrogés ont répondu oui, 37,91 non, et 17,31 ne savent pas. Donc en fait, si on regroupe ceux qui savent pas et ceux qui y croient, on se rend compte que finalement, il y a peut-être potentiellement plus de gens qui y croient que de gens qui n'y croient pas, ce qui m'a beaucoup surpris, je dois vous le dire. Alors, on a des cas répertoriés de vampires, hein, des gens qui relaient encore des légendes, des vidéos virales qui circulent sur le net, comme celle du vampire de Savannah en Géorgie. Aux États-Unis, il existe carrément une communauté de vampires qui s'est constituée, hein. Donc, ce sont des gens qui se taillent les canines, qui boivent du sang entre eux, avec des donneurs consentants. Bon, ils n'ont pas de pouvoir surnaturel, mais ils ont, si on veut, le vampire way of life, on va dire. Et ils se croient vraiment un petit peu proches ou descendants d'eux. Enfin voilà. Je vous laisse aller voir aussi sur le net. Vous pouvez taper communauté vampire aux USA et vous allez trouver pas mal de choses. Cas un petit peu moins drôle là par contre, dans les vampires un peu plus proches de nous, au Malawi en 2017, il y a eu plusieurs personnes qui ont été tuées parce qu'elles ont été accusées d'être vampires par une population où les croyances ancestrales telles que la sorcellerie, etc., sont toujours développées et appliquées en fait. Et voilà, malheureusement, il y a certaines personnes qui ont été accusées de vampirisme et elles ont été exécutées. La presse relaie aussi que les émissaires de l'ONU envoyés sur place
ont du coup décidé de quitter le territoire parce qu'ils se sont dit, bon, si on se fait accuser de vampires, d'être des vampires, là, nos jours sont peut-être en danger. Donc voilà, c'est quand même assez sérieux comme histoire et je dois dire que c'est assez inquiétant. Autre vampire qui existe, alors là, tout près de chez nous, et on en a tous croisé au moins une fois dans sa vie, ce qu'on appelle en psychologie le vampire psychique. Alors, je vous mets en lien l'article de Annabelle Iglesias qui reprend Stéphane Clerget, cette journaliste qui écrit pour le site Doctissimo, et elle a fait un petit topo, vampire psychique, comment les reconnaître et s'en défaire. Donc le vampire psychique, en fait, c'est quelqu'un qui, dans votre vie, sans que vous vous en aperceviez, hein, va vous pomper votre énergie, monopoliser beaucoup votre pensée, va sans cesse avoir besoin de vous. Vous allez aimablement être là pour lui, mais ce que vous n'allez pas réaliser, c'est qu'en fait, lui, il n'est jamais là pour vous. Donc voilà, comme il y a un gros déséquilibre dans la relation, vous surinvestissez cette relation parce que lui, il a compris comment, en quelque sorte, vous prendre pour que vous surinvestissiez la relation, à vous en épuiser, parce que sans avoir le côté méchant du pervers narcissique qui, lui, prend son pied à vous voir vous épuiser, le vampire psychique, pas trop. Le vampire psychique, c'est une sorte de pervers narcissique qui a passé un cap, puisqu'il est dans la gestion bienveillante de toute l'énergie qui vous pompe, quoi. Si vous voulez, il est un peu... il va, comment on appelle ça, optimiser la relation en se disant, bon, je vais quand même pas me séparer de cette gentille vache à lait énergétique, faut que je l'aménage un peu quand même, donc un peu mais pas trop, quoi. Donc voilà, donc cependant ça peut être très dangereux, hein, pour la santé psychique et physique, puisque on peut ressentir des symptômes qui s'apparentent à ceux de la dépression sans la déprime. Donc voilà, si vous êtes calé sur les symptômes physiques de la dépression, vous voyez que ça peut être quand même assez grave si ça se prolonge un peu trop dans le temps. Au niveau du symbolisme, qu'est-ce que ça signifie le vampire en fait dans notre inconscient à tous? Alors, plusieurs possibilités. La peur de se faire voler son énergie vitale, symbolisée par le sang. La peur universelle de se faire voler sa vie. Non pas de la perdre, mais de se la faire voler. C'est encore plus sournois parce que finalement, on est un peu piégé dans cette idée de je me fais voler ma vie par surprise et par séduction, et en plus, il y a un côté où j'ai un peu pris parti au truc. On peut aussi voir la peur d'être dominé par autrui du fait d'une de nos faiblesses qui serait restée dans le déni. Ça rejoint un peu cette idée de surprise ou d'inconscience. C'est-à-dire, j'ai pas vraiment conscience de que cette faiblesse-là, on peut totalement jouer avec. Donc, bah, le vampire, lui, il a clairement compris, il va droit au but. Alors, quelles sont les symboliques un peu plus creusées de ce vampire? Je vous le dis tout de suite dans une deuxième partie.